mieux comprendre en quoi consiste l'utilisation d'une ordonnance collective. Alors, qu'est-ce qu'une ordonnance collective? Une ordonnance collective est une prescription donnée par un médecin ou un groupe de médecins à une ou des personnes habilitées ayant pour objet un traitement, des soins, des médicaments qui vont être donnés à un groupe de personnes, une population bien déterminée, selon des circonstances particulières, comme par exemple des contre-indications. Pour qui fait-on une ordonnance collective? Les médecins font des ordonnances collectives pour d'autres professionnels de la santé, des infirmières, des pharmaciens, des anesthésiologistes, de sorte que ceux-ci puissent faire des traitements médicaux qui étaient antérieurement dévolus aux médecins, et ainsi ça évite aux patients d'avoir besoin d'une ordonnance individuelle. Pourquoi on fait une ordonnance collective? On le fait pour principalement augmenter l'accessibilité à des soins, à des traitements, ou augmenter même l'efficience de nos services de santé. Quelles sont les conditions d'exécution d'une ordonnance collective? Alors, les conditions d'exécution de l'ordonnance collective de contraception hormonale, pour la donner en exemple, c'est que d'une part, il y ait adoption dans chaque établissement de santé de l'ordonnance collective en question ou du modèle d'ordonnance collective. Et il faut que dans cette ordonnance collective, on ait inclus un certain nombre d'éléments, parmi lesquels qui va exécuter l'ordonnance collective, à quelle population elle s'adresse et selon quelles circonstances et quelles contre-indications éventuellement. Alors, dans le cas de la contraception hormonale, l'ordonnance collective, elle s'adresse aux infirmières et aux pharmaciens communautaires. Elle explique de la façon dont les infirmières doivent évaluer les patients, de quelle façon elles doivent remettre le formulaire qu'on dit de liaison pour indiquer le médicament qui est prescrit, et de quelle façon le pharmacien communautaire, lui, donnera le médicament en échange du formulaire de liaison. En plus, l'ordonnance collective de contraception hormonale stimule une liste de contre-indications à chaque méthode de contraception hormonale qui y est à l'intérieur, donc les contraceptifs oraux combinés, le timbre contraceptif, l'anneau vaginal, les pilules à progestatif seul, l'injection contraceptive et maintenant les stérilets au lévonorgestrel et au cuivre. Alors, une ordonnance collective, pour être légale, doit être acceptée par un groupe de médecins. Et ça, c'est dans les GMF ou dans les cliniques réseau. Les médecins qui travaillent dans ces cliniques doivent adopter l'ordonnance collective en question. Dans les établissements, c'est le président du Conseil des médecins et dentistes qui approuve l'ordonnance collective. Les endroits où c'est le plus approprié d'adopter des ordonnances collectives en santé sexuelle actuellement sont définitivement les centres de santé et de services sociaux du Québec. En tout premier lieu parce que ce sont de grosses organisations qui sont habituées à recevoir des innovations. Les deuxièmes endroits où il est tout à fait approprié d'adopter des ordonnances collectives en santé sexuelle, ce sont les groupes de médecine familiale et les cliniques réseau. Comment développe-t-on localement une ordonnance collective? On a utilisé un modèle d'ordonnance collective qui s'intitule « Guide de rédaction d'une ordonnance collective en contraception hormonale ». Ce guide, le premier a été publié en 2007, il a été mis à jour en 2009 et il vient à peine d'être mis à jour en 2012. Il sert essentiellement à, comme son nom l'indique, guider les médecins, infirmières et pharmaciens dans le cas qui nous occupe, à écrire leur ordonnance collective locale. Ce dont on s'est rendu compte d'ailleurs, c'est qu'il est extrêmement important quand on rédige localement une ordonnance collective, c'est de s'approcher et de respecter le plus possible ce guide de rédaction. Plus on s'en éloigne, moins on a la possibilité de faire la promotion d'une pratique qui va être optimale.
je pense que ces guides de rédaction, il vaut la peine de les développer avec les gens qui vont les utiliser. Ainsi, plus on les développe avec les utilisateurs, plus on a de chances de les développer de telle sorte qu'ils vont pouvoir adopter de façon presque complètement identique au niveau local. Si on fait un guide de rédaction qui est trop vague, à ce moment-là, on laisse une latitude importante au niveau local qui peut faire en sorte que la pratique ne sera pas implantée de façon optimale. Si par contre, on le fait de façon trop détaillée, à ce moment-là, on a des problèmes parce qu'ils ne s'adaptent pas aux différents milieux. Alors, il faut trouver un juste milieu. Je dois dire que le guide de rédaction d'une ordonnance collective de contraception hormonale, jusqu'à maintenant, s'est avéré un modèle d'une précision suffisante pour être adopté très largement et pas trop important pour en empêcher l'adoption un peu partout, en tout cas à tout le moins dans les centres de santé et services sociaux. Alors, les principales personnes auxquelles il faut s'adresser quand on développe un guide de rédaction, ce sont les responsables des usagères. Je dirais, et je mets ça au féminin parce que dans le cas de la contraception hormonale, c'était principalement les infirmières et également les pharmaciens. Alors, dans notre cas, nous nous sommes adressés à l'ordre des pharmaciens et à l'ordre des infirmières et avec le Collège de médecins, de concert avec les 3 ordres professionnels, l'Institut national de santé publique a développé ce guide de rédaction pour ainsi coller aux besoins des différentes personnes qui étaient impliquées. Choisir les professionnels qui vont exécuter une ordonnance collective. Une ordonnance collective s'adresse à des professionnels habilités. Donc, pour choisir les professionnels qui vont exécuter l'ordonnance collective, il faut s'assurer qu'ils ont les compétences pour le faire. Ces compétences-là sont généralement à l'intérieur de leur champ de pratique, mais ces compétences-là peuvent se développer également. Alors, il faut s'assurer que les compétences que l'on veut développer chez les professionnels visés rentrent dans leur champ de pratique. Quel est le rôle du médecin répondant? Le médecin répondant, c'est celui à qui les professionnels, à qui on donne la nouvelle pratique, donc à qui les professionnels peuvent s'adresser s'ils ont besoin de clarification. Dans le cas d'un médicament, par exemple dans le cas de la contraception hormonale, les infirmières inscrivent sur un formulaire de liaison le nom d'un médicament et le formulaire de liaison est ensuite donné à la patiente qui, elle, va le remettre au pharmacien et le pharmacien va donner le médicament. Cependant, dans le cas d'un médicament, le pharmacien n'est pas autorisé à remettre de médicaments sans le nom d'un médecin et son numéro de pratique. Dans ces cas-là, il y a une obligation d'inscrire sur le formulaire de liaison le nom d'un médecin répondant qui maintenant peut aussi être une infirmière praticienne spécialisée qui a elle aussi un numéro de pratique. La formation, la clé pour réussir l'implantation d'une ordonnance collective. Alors, vous savez, quand on met en place une innovation, il est extrêmement important, quand vient le temps de l'implantation, de favoriser la communicabilité de cette innovation. Pour arriver à le faire, rien de mieux qu'un plan de formation bien précis et un programme de formation bien précis. Alors, dans le cas de l'ordonnance collective de contraception hormonale, en même temps que l'on développait le guide de rédaction d'une ordonnance collective de contraception hormonale, on a aussi développé une formation. La première formation qui a été développée avec le guide 2007, c'était une formation de 7 heures. À cet égard, on a formé des formateurs dans chaque région du Québec qui, eux, étaient ensuite responsables de donner les formations régionalement. Par la suite, avec le nouveau guide 2009, nous avons transformé cette formation, je dirais, présentielle en formation en ligne. Et elle était alors une formation de 10 heures avec 18 modules.
Maintenant, avec le guide de rédaction d'une ordonnance collective de contraception hormonale 2012, une nouvelle formation a été produite. Elle est partiellement celle de 2009, mais avec des nouveaux modules, et elle est maintenant disponible directement sur le site de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec. Choisir le mode de formation le plus approprié. Il y a des avantages et des inconvénients à chaque type de formation, qu'elle soit en présentiel ou en ligne. La formation en présentiel permet une interaction entre le formateur et la personne qui vient se former. Elle permet aux gens qui participent de poser des questions précises, spécifiques sur des préoccupations qu'ils ont, et ça enrichit, disons, le curriculum de formation qui a été développé. En même temps, évidemment, une fois que cette formation est terminée, le formateur n'est plus là, il faut que la personne formée se débrouille avec les documents de formation. Pour ce qui est de la formation en ligne, l'interaction est plus faible. À ce moment-là, le curriculum est peut-être beaucoup plus développé, beaucoup plus précis, beaucoup plus long, mais l'interaction étant moins présente, nous, ce qu'on recommande, c'est que les participantes, si elles ont des questions, qu'elles s'adressent aux médecins avec qui elles travaillent ou aux répondants régionaux qui peuvent éventuellement adresser les questions des participantes au personnel, à l'équipe ressources de l'Institut national de santé publique. Alors, moins d'interaction avec la formation en ligne, mais une formation beaucoup plus développée et aussi un élément important qui peut s'adresser à n'importe qui dans la province. L'importance des mises à jour et de la communication qui les entoure. Alors, les mises à jour sont essentielles parce que la science évolue, de nouveaux médicaments arrivent sur le marché, de nouvelles approches thérapeutiques arrivent sur le marché. Donc, il faut faire ces mises à jour. Ces mises à jour représentent beaucoup d'efforts et dans le cas de la contraception hormonale, nous insistons toujours pour que les 3 ordres professionnels impliqués, les médecins, les infirmières, les pharmaciens, soient partie prenante du processus. Alors, c'est toujours beaucoup de temps investi et finalement, vous voyez, on a fait des mises à jour en 2007, 2009, 2012. On peut prévoir qu'il y aura une mise à jour en 2015 ou 2016. Mais ces mises à jour permettent d'améliorer le guide de rédaction. Ainsi, entre 2009 et 2012, l'ordonnance collective, qui n'était que de 6 mois, est passée à 1 an. Entre 2009 et 2012, on a ajouté la possibilité d'initier l'utilisation du stérilet au lévonorgestrel ou au cuivre. Donc, en plus d'améliorer la liste des contre-indications et de la mettre à jour, on améliore aussi le contenu de l'ordonnance collective. Pour arriver à l'implanter, c'est une autre histoire. Il faut refaire le processus du début. Repasser par les répondants régionaux, par les ordres professionnels pour diffuser cette nouveauté, refaire le travail de pèlerin auprès de chaque établissement qui a adopté une ordonnance collective antérieure pour les inciter à adopter la nouvelle ordonnance collective. On peut dire que ça prend au moins 12 à 18 mois pour adopter une nouvelle ordonnance collective. Quelques conseils pour entreprendre le développement d'ordonnances collectives en santé sexuelle. Alors, si on veut développer de nouvelles ordonnances collectives dans le domaine de la santé sexuelle, par exemple le traitement des ITSS, il faut d'abord s'assurer que la pratique que l'on veut transmettre, elle est fréquente et elle est partageable. C'est le premier élément. Le deuxième, il faut vérifier si les professionnels que l'on vise par cette nouvelle ordonnance collective sont intéressés à faire cette pratique, s'ils voient la clientèle qui est visée par l'ordonnance collective et si faire cette pratique représente un plus pour eux. Est-ce que c'est un avantage? Est-ce que c'est une promotion dans leur pratique habituelle? Le troisième élément, c'est de s'assurer que les médecins qui vont déléguer cette nouvelle tâche
sont prêts à le faire. Ça, c'est pas toujours si facile. Plusieurs sont innovateurs et n'auront aucun problème à le faire. D'autres vont être rébarbatifs. Il faut arriver à convaincre les médecins du bien fondé et de faire cette nouvelle pratique et de la partager à d'autres, et du fait que tout seul, ils n'arrivent pas à juguler le problème. Il faut ensuite former et accompagner les professionnels ciblés dans le développement de cette nouvelle pratique. Leur fournir de la formation, leur fournir un accompagnement. Par exemple, dans le cadre de la contraception hormonale, on a développé un site web auquel les infirmières peuvent se référer n'importe quand pour pouvoir avoir réponse à des questions. Un autre élément, la formation en contraception hormonale en ligne, quand elle est suivie, elle est disponible pendant 1 an une fois que la personne a commencé à la suivre. Donc, l'infirmière peut y retourner pour se rafraîchir la mémoire. Donc, l'accompagnement est extrêmement important. Enfin, ce qui est majeur, c'est l'équipe ressources qui soutient l'implantation de cette ordonnance collective. L'équipe ressources, elle est la plupart du temps dans un organisme comme l'Institut national de santé publique ou au ministère. Elle est là pour guider les régions, pour guider les répondants régionaux, pour guider les médecins des établissements à écrire leur ordonnance collective, mais aussi à faire face aux difficultés d'implantation. Alors, cette équipe de ressources-là doit être présente constamment à toutes les étapes de développement et d'implantation et d'évaluation de l'ordonnance collective. Et enfin, dernier élément, il faut monitorer l'implantation. Il faut voir comment l'implantation se fait, si les ordonnances collectives sont appliquées de façon respectueuse par rapport au modèle, quelles sont les difficultés d'implantation et trouver des solutions aux problèmes. Alors, pour monitorer l'implantation de l'ordonnance collective de contraception hormonale, nous avons procédé en 2010 à un audit avec feedback. Nous avons reçu 85 ordonnances collectives de 85 établissements différents que nous avons comparées au modèle que nous avions produit, le guide de rédaction 2009 à ce moment-là. Ça nous a permis de constater les écarts entre les ordonnances collectives locales et le modèle. Ça nous a permis de faire un feedback personnalisé à chaque établissement afin qu'ils arrivent à rétablir leur ordonnance locale le plus près possible du guide de rédaction 2009. Il est à souhaiter de faire de nouveau un audit une fois que l'ordonnance collective 2012 sera implantée dans quelques mois. L'autre élément que nous avons fait en termes de monitorage et d'évaluation, c'est une évaluation de l'implantation au niveau des infirmières comme telles. Nous sommes actuellement en train d'analyser les résultats d'une étude qui visait à vérifier quels étaient les facteurs qui faisait en sorte qu'une infirmière formée en contraception hormonale allait en faire la pratique. Et cette évaluation sera disponible sous peu.